Hello Bella. Ouais, t'inquiète pas, on n'a pas fait grand chose. Mais là, justement, ça va commencer. Ça va commencer. Let's go. Let's go. On commence du coup par la propagande japonaise. Après, on regardera le truc sur les femboys. Et ensuite, on décidera qu'est-ce qu'on fait. 10 votants. En vrai, 10 votants sur un stream de 19 personnes, c'est vraiment bien. Hein. Merci beaucoup. Vous avez bien participé. Je fais que râler, moi, en fait. Ils me connaissent, mais merci. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Le son est pas bien? Le son est trop fort? Peut-être? Attendez. Ah, trop fort, le son a l'air dans 20 000 fois trop fort. Attendez. Ouais, c'est mieux là, non? Ouais, normalement, vous attendez la vidéo un peu plus fort. J'ai une question importante à vous poser. Quand vous voyez ce genre d'image d'une nation en guerre jusqu'à arriver à Ah, attendez. Ok. d'irréparables extrémités, Là c'est bien. d'innombrables horreurs, Là, vous ne c'est vous bien. demandez pas comment ils ont pu en arriver là? Comment une nation entière a pu accomplir des actes aussi fous? Où ont-ils trouvé question. une telle détermination? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important. Un sujet que je voulais Oui. traiter depuis le début de la chaîne. Tu veux me faire L'histoire percer, d'une bébé? propagande nationaliste 2 fois plus longue et plus efficace que celle de l'Allemagne durant la même période. Une propagande qui a poussé les soldats japonais à se suicider sur les champs de bataille. Une propagande qui a lancé le Japon, qui était encore aux idées médiévales un siècle plus tôt, Quelqu'un peut clipper ça par pitié? Bébé, dis bonjour à internet. Salut le chat. C'est moi le chat. Hello. Ça va? Vous êtes vachement faire, je trouve. Qu'est-ce que tu fais? Oh là, qu'est-ce que tu fais? Elle a failli tout faire renverser. Elle a vraiment failli tout casser minute 1. Genre vraiment, il y a ça qui a failli se péter la gueule. C'est du sirop sur tout mon bureau. Heureusement que je tenais le verre. Bon, je crois que ça m'a fait gagner des viewers, c'est sûr et certain. C'est les stats, hein. dans une guerre moderne contre les plus grandes puissances du monde, une propagande qui a participé à construire, et ce encore aujourd'hui, ce qu'est la nation japonaise. Et pourtant, une propagande qui n'a pas été faite par l'État, mais par le peuple, pour le peuple. Laissez-moi vous Après, du coup, moi de base, je serais jaloux parce que en fait, c'est juste le plus beau chat au monde. Et de base, n'importe quel animal est inférieur à elle. Donc, parler de l'histoire incroyable de la propagande japonaise. oh, écoute, Bella, genre, oui, moi j'aimerais beaucoup percer, etc. Mais je vais pas mentir. Moi, Dany Arras, ça fait partie de mes inspirations principales hein, pour débarquer sur le réseau. Hein. Je pense sans Dany Arras, pas de tourmente acide. Hein. Et d'ailleurs, si le contenu de ma chaîne t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre le Mais je suis d'accord qu'avoir une voix alternative, c'est bien. Moi, je suis pas toujours d'accord avec eux. Je suis pas toujours d'accord avec tout le monde. En fait, il y a personne qui est parfaitement sur ma ligne. Du coup, je me suis dit, c'est bien, j'ai une place à me faire. Discord de la communauté. Là-bas, tu pourras y parler de Japon, d'histoire, de langue japonaise, de jeux vidéo et de tout et de Mais on rien. s'en fout. Qu'elle est aussi les autres pays. Notamment car le Japon a commencé sa Seconde Guerre mondiale beaucoup plus tôt que les autres pays. Si les cours d'histoire tendent à dater l'entrée en guerre du Japon dans la Seconde Guerre mondiale à partir de 1941 avec l'attaque de Pearl Harbor, c'est oublier que le Japon est en guerre depuis 1937 avec le début de la guerre sino-japonaise, voire depuis 1931 avec l'invasion japonaise de la Mandchourie. Mais l'acte 1 de la propagande Mais impériale... déjà, un truc important à comprendre en vrai, que moi j'ai compris que grâce à Tao Kahn, hein, c'est que la première et la seconde guerre mondiale, on n'a pas du tout tous les mêmes dates de début et dates de fin. Genre pour le Japon, c'est pas 39-45. En fait, on peut changer les dates en fonction de là où on se trouve. Et genre, moi je pensais que c'était un truc un peu international, mais non en fait. Tout le monde n'a pas forcément le même. japonaise remonte bien au 19e siècle. Souvenez-vous, c'est le moment où le Bah ouais, Japon un poil médiéval forcé. Oh, et vous êtes dur, hein. Et du shogunat la sororité là.
Tokugawa, avec ses samouraïs et ses seigneurs, laisse place au pouvoir de l'empereur Meiji et de ses projets de Japon moderne, d'armée centralisée et d'identité nationale. Sauf que bon, l'identité nationale japonaise est encore relativement floue durant cette période. Il y a un réel besoin de mettre toute la population derrière des valeurs communes. Et pour cela, le gouvernement Meiji aura une idée brillante, le Bushido. Il y a une volonté de récupérer les images féodales et romantiques du samouraï pour les prôner comme une identité culturelle et militaire japonaise. Là où durant l'ère Edo et plus globalement dans toute l'histoire japonaise, c'est bien le modèle raffiné de la culture chinoise qui était mis en avant. Moi, ça, c'est vraiment le truc qui m'a buté dans la vidéo lorsque j'ai appris ça. Quand t'es bercé par les mangas et tout, depuis que t'es tout jeune, enfin, pour toi, le Bushido, ça ressemble à être un truc vraiment historique, quoi. Désormais, c'est l'histoire purement japonaise. Hello, Monsieur Frost. Via ce modèle du guerrier samouraï et de son fameux Bushido qui est utilisé pour construire un début d'unité nationale autour de l'armée et d'un désir d'expansion. Sauf que le hic, c'est que le Bushido n'existe pas. L'historien Nomikos Vaporis dit même « Le terme Bushido n'était pas souvent utilisé et ne s'est popularisé qu'au XXe siècle lorsqu'il a été associé à l'essor du nationalisme à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. De nombreux historiens critiquent le terme de Bushido comme une tradition inventée, arguant qu'il n'y avait pas d'articulation complète ou cohérente d'un code de comportement des samouraïs. Le Bushido, comme moi, j'avoue, j'aime trop les scènes mince, comment on dit, un peu nanar comme ça où le mec fait genre et la bougie se coupe genre 5 secondes après. En Occident, a été popularisé. C'est exactement ça. C'est le roman national japonais. Et structuré durant le début du XXe siècle dans un livre de Nitobe Inazo, Bushido, l'âme du Japon, un ouvrage écrit en anglais qui deviendra un best-seller C'est fou que le machin s'appelle l'âme du Japon alors que c'est fake. à l'étranger, jusqu'à se retrouver comme livre de chevet d'un certain Theodore Roosevelt. Ce livre, vous allez voir, c'est une propagande qui a une dimension très particulière. On n'est pas du tout sur exactement le même délire que ni chez nous ni chez les nazis. est fondateur dans l'idée du Bushido et dans l'âme du Japon, véritablement, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Un formidable outil de propagande et de roman national, tellement efficace qu'encore aujourd'hui, des gens se font Celui-là, il est vraiment cringe, il est vraiment pas bien. tatouer les kanji du Bushido sans savoir que ce concept n'a jamais été prôné par les samouraïs. C'est d'ailleurs cette même idée d'instrumentalisation de la féodalité que l'on retrouvera en 1935 où le projet d'une guerre contre les puissances occidentales se prépare. C'est sûrement dans le but d'un retour au Oui, racines non mais ce genre de tatouage, red flag, on est d'accord. Mais du Japon que le Kyugunto, le sabre militaire réglementaire de l'armée, grandement inspiré des sabres de cavalerie européens, adoptera un style plus traditionnel sous le nom de Shingunto. Ça, moi je le savais par contre que les épées courbées c'était pas utilisé en combat du tout en fait, c'est pas pratique, une épée droite c'est mieux. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Bon. Pour ne rien vous cacher, quand j'ai commencé à faire des recherches pour cette vidéo, je m'attendais évidemment à découvrir sur toutes ces facettes les mécanismes de l'évolution de la propagande japonaise par le prisme de l'expansionnisme, du nationalisme et du militarisme japonais. Sauf qu'en réalité, la propagande impérialiste japonaise ne sera présente de façon unifiée et efficace que très tardivement. Certes, c'est bien dès les années 1930 que les idées nationalistes commencent vraiment à prendre de l'essor, notamment du côté des militaires, mais ça reste une propagande avec des messages contradictoires qui ne prônent pas tout. Je trouve que t'as plutôt bien résumé les deux types de propagande et comment ils sont différents. Là, il se peut dire. Mais je peux pas le vocaliser ça par contre. Mais c'est bien résumé. Toujours les mêmes ambitions politiques, reflétant la multiplicité des courants et des idées de l'extrême droite au Japon durant cette période. Il suffit de voir l'incident de la secte de la Ligue du Sang, qui était nationaliste, traditionnaliste, mais anti-militariste. D'ailleurs, j'ai traité de cette secte aux multiples meurtres dans ma dernière vidéo, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. Et malgré on est contre la guerre, mais pour le meurtre, d'accord? Enfin, c'est pas si compliqué que ça à comprendre, je veux dire. En avant d'un plan pour la création d'une agence gouvernementale de la propagande en janvier 1935, le message sur ce qui commence à être appelé Shiso Osen, la guerre de la pensée, est encore flou et très mal organisé. Il faudra vraiment attendre le début Oui, de c'est vrai qu'elle s'appelle la Ligue du Sang, mais je trouve ça marrant de s'appeler la Ligue du Sang quand t'es contre la guerre quand même. Je veux dire, je sais plus comment il s'appelle là, le démon dans Warhammer qui fait la guerre là. Je retiens jamais les noms de ces putains de divinités. Mais genre, c'est comme si lui, il était en mode genre, oui, non, moi je suis que pour le meurtre. Enfin, c'est pas tant la guerre qui m'intéresse. En 1937, pour voir le cabinet de l'information, qui est un cabinet de propagande. Je sais que c'est pas Slanesh, c'est le seul que j'arrive à retenir.
naître et avoir la lourde tâche d'apporter sens et cohérence aux messages contradictoires provenant d'une multitude de sources civiles, C'est ça. politiques, de bureaux gouvernementaux Nous, on est pacifistes, on va donc s'appeler la Ligue de l'Étoile Noire et du Meurtre. et de militaires. Non. En fait, les bons élèves de la propagande avant 1900 Ah, la guerre, c'est pas la version industrielle du meurtre. La version industrielle du meurtre, c'est plus le génocide. On pourra en discuter hein, après, mais moi je vois plus ça comme ça. La guerre, c'est pas une façon. Il y avait la guerre avant l'industrie, tu vois. 1937 au Japon vont peut-être vous étonner, car ce sont les communistes. Il faut bien comprendre que dans Et les oui, il y avait des communistes au Japon. années 1910-1920, Ils étaient vraiment vénères en plus. la politisation progressive des travailleurs des industries, les idées de gauche ainsi que le communisme se développent vraiment beaucoup au Japon. Pour vous dire, on parle de 2000 grèves en 1927 d'après historien Bertin Magid. C'est une véritable effervescence des idées de gauche qui se radicalisent peu à peu. Et avec cette Ouais, comme ici, on radicalise la gauche, c'est nous! radicalisation via la propagande, notamment via la création de la Confédération Générale Japonaise des Arts Prolétariens, qui voit Let's go! le jour en 1928. Une confédération divisée en sous-groupes. On y retrouvait la Ligue des auteurs, des artistes de l'art plastique, des musiciens et du théâtre. Et c'est cette dernière ligue qui se fera avant-gardiste en commençant à utiliser le cinéma. Une ligue du cinéma prolétarien Du coup, on a pris le même logo que sur les bombes nucléaires, ouais! que l'on connaîtra sous le nom de Prokino. Prokino est justement porté par un certain Genji Sasa, communiste convaincu qui appelle déjà un véritable acte de propagande de gauche assumé dans une revue de presse. Je trouve regrettable que les cinéastes se bornent à rester derrière leur bureau, ni plus ni moins que penser pour penser. Après tout, la critique ne fait que se conformer au dogme de la gauche. Écoute, c'est tes voisins, ils entendent juste ma propagande à moi, c'est tout. Ils sont les rédacteurs des torchons et absurdités de leur propre camp. Vous, les véritables critiques cinématographiques de classe, votre stylo doit être de bout en bout une arme affûtée. Sans cette lutte, si vous vous contentez d'être Ouais, les ils disent les énumérateurs wokistes, là. inutiles des préceptes de gauche, alors vous n'êtes que des clowns ignobles, sévissant sur le dos du prolétariat. Vous n'êtes que de gros traîtres immondes. Avec l'aide des autres cinéastes de classe, nous travaillons à l'assujettissement par la critique de tous les arts bourgeois. Let's go! Nous opposons à la pression tyrannique et despotique à l'œuvre dans le cinéma. Nous en appelons à la collaboration pour une production organisée et une distribution unifiée des films afin de libérer le prolétariat. Et cela Moi, ils m'ont convaincu là, ça y est, c'est parti, on fait ça! Venez, on fait ça! fonctionnera avec pas moins de 11 bandes d'actualité, 19 reportages, 12 documentaires, un film Oh, d'animation c'était Blast! et 5 films. En tout cas, C'était vraiment Blast, ils avaient même fait les marioles! Attendez! 19 reportages, 12 documentaires, un film d'animation Non, c'était Blast, hein! et 5 films. En tout cas, c'est un Ah ouais, véritable c'était fou, triomphe Blast. pour les idées de gauche et sa propagande cinématographique, comme le souligne bien l'activiste Akira Iwasaki. Tous les arts sont les récipients de l'idéologie. Il y a 10 ans, le cinéma était un divertissement populaire. Il y a 5 ans, c'était un commerce, qui plus est un commerce très lucratif. Mais il y a 3 ans, le cinéma est devenu un art. Les pâles amateurs d'art, Héroïque te pleure pour les pompiers, désolé. à force de parler de son charme, de sa vitesse, de son rythme, ont fini par laisser refroidir le café. Aujourd'hui, enfin, le cinéma est une ceinture d'idéologie d'une largeur de 35 mm. Parle bien, hein! Et ce, malgré les lois de préservation de la paix, créées à but de censure en 1900. Ouh, le nom qui pue le fascisme! Les lois de préservation de la paix, de l'ordre et de la bienséance! Mais tout va bien, c'est juste pour... Oui, ça sonne pas du tout fascisme. 1925, justement tourné vers le spectre de la gauche, largement en vigueur à ce moment-là. Et pour le Japon impérialiste, c'est le début d'une entreprise de censure et d'une pression à grande échelle qui ne fera que de s'intensifier au fil des années, et autant vous dire que tout va très vite. Quoi? La gauche? Censurée? Mais dans quel monde? Je vois... Quoi? Mais jamais ça n'arriverait aujourd'hui, quelque chose comme ça. Dégénéré. En septembre 1938, l'écrivain Fusao Hayashi C'est pas comme si on vivait dans un monde où même des sauces d'em un peu mous sur France Inter se font virer parce qu'ils ont dit du mal de Netanyahou. Non, on vit pas dans cet univers-là, c'est pas vrai. pourtant anciennement proche des mouvements prolétariens, expose dans la revue Cinéma japonais la nécessité d'un groupe pour la rénovation du cinéma. Il écrit que le Japon change et que le cinéma doit embrasser ce changement. Ce changement, c'est le totalitarisme. Dans l'article qui... Oh bah! Salut toi, ça faisait longtemps?
Suit Mikio Tatebayashi, haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, définit les objectifs d'une réglementation du cinéma. Démontrer l'excellence de l'esprit national quand depuis Meiji, les politiques nationales en termes de culture et de pensée, sous couvert de recherche. Pour une perspective de l'histoire mondiale sur chaque siècle. Putain, en vrai, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Genre, après que j'ai lu mon bouquin d'histoire, faire une série de streams où je reviens sur tous les siècles allez, on va dire de moins 600, 700 peut-être, à maintenant. Ce serait super intéressant, non? Chercher la connaissance de par le monde, on finit par s'agenouiller devant les pensées occidentales. En effet, le boom économique et culturel de 1910 et 1920, qui avait vu le Japon s'ouvrir à la culture occidentale, notamment américaine, est clairement fini. La dépression économique fait des ravages, la politique budgétaire est à l'économie, les inégalités se creusent, le Japon signe des traités jugés inégaux à l'international, le gouvernement démocratique est de plus en plus incapable de réagir, entraînant une augmentation spectaculaire des Oui, meurtres. ça me fait trop rire. Les gens sont en mode oui, l'art c'est pas politique. T'as raison, hein, Mr. Frost. L'art c'est pas politique. Genre, regardez, et le cinéma n'est pas politique. Hein. Et genre, tu regardes l'origine du cinéma dans 95% des pays, c'est l'État qui l'a mis en place pour faire de la propagande. Politique, de l'instabilité et de groupes extrémistes. Le gouvernement démocratique voit son influence. Quoi? Mais vous voyez vraiment de la propagande partout? Elle est où la propagande dans un film totalement inoffensif comme par exemple Mission Impossible, dans lequel des Américains vont dans des pays étrangers pour faire du pseudo-colonialisme? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Genre, elle est où la dimension colonialiste dans Indiana Jones? Eh, je vous le demande, hein. Moi, je sais pas de quoi vous voulez parler, hein. Genre, quoi? Une dimension impérialiste dans Star Wars? Mais vous politisez toujours tout, hein. Franchement, genre... Je veux dire, c'est pas un film politique, c'est pas comme s'il y avait des scènes qui se passaient dans un congrès ou ce genre de choses qui parlaient d'une rébellion contre un empire. Enfin, rien de politique, je veux dire. Au bout d'un moment, stop à parler de cinéma et de politique. Je veux dire, vous faites vraiment des liens trop faciles, hein. Je veux dire, oh là là. Random fact, un des frères Lumière était collabo. Eh bah super, ça m'étonne pas tant, hein. Légitimité s'amoindrir d'année en année. Le Japon voit aussi sa politique devenir plus militariste, plus nationaliste, centrée autour de valeurs jugées traditionnelles. Un pari risqué, mais qui semble gagnant pour le Japon une fois que l'incident de Mokden aura permis l'invasion de la Mandchourie afin d'y installer l'état fantoche du Manchukuo. Le Japon commence vraiment... Elle est où la dimension politique d'un retard? C'est Yann Bleu, non? Ah bah alors c'est très simple. Alors déjà, relire... Merde, c'est pas Mulan. L'autre. Super raciste. Mais si les princesses Disney, je les confonds toutes. Oui, relire Pocahontas. Et voilà, donc ça c'est à peu près le premier Avatar. Et le second Avatar, c'est juste en fait, où, genre le mec il a dit tiens, c'est marrant, j'ai fait un premier film dans lequel c'est assez équilibré, la femme elle est quand même assez forte, etc. Et genre c'est un peu émancipateur. Et dans le deuxième il s'est dit ah, la famille! Et si on parlait de la famille, cette valeur traditionnelle et importante dans laquelle la femme fait à manger, dans laquelle l'homme part chasser les poissons avec ses enfants, pendant que la fille, elle, se connecte à la notonecte et en fait, elle se connecte à ses émotions pour pouvoir communiquer avec les animaux. La famille. Voilà, c'est mon analyse politique de Avatar 2, vous en faites ce que vous voulez. À se rêver en libérateur de l'Asie vis-à-vis des forces coloniales occidentales. Le Japon commence à croire en ses théories nationalistes, comme celle de la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale, ou Daitoa Kyoeken, qui vise à la création de territoires coloniaux en Asie, gérés et administrés par le Japon. L'essence de la... Quoi? Le totalitarisme irait de pair avec le colonialisme? Mais je n'avais jamais vu ça avant nulle part dans l'histoire. nation japonaise, le Kokutai, est justifié pour favoriser l'idée que le peuple japonais est destiné à gouverner l'Asie, de par sa pensée et son esprit jugé supérieur. Et c'est avec tout cela en tête... Et si vous ouvrez les yeux comme maintenant sur le fait que les Schtroumpfs soient communistes, vraiment les gens, il va falloir vous réveiller, hein. Réveillez-vous les moutons. Hein. Que le Japon finira par envahir la Chine en 1937. Déjà, Mandchourie, c'est pas un truc qui est quand même complètement red flag comme nom. Il s'agit dès lors d'unifier la pensée nationale pour servir ce qui est théorisé comme la guerre de la pensée. Bref, la propagande. C'était vraiment des nazis, hein. C'était vraiment des turbo-nazis, hein. Le cinéma est l'un des premiers médiums touchés par les lois qui contrôleront totalement la production. Je ne vais pas vous faire ici une énumération C'est pas politique, on vous a dit le cinéma, arrêtez des 28 articles, mais ça peut se résumer à peu près comme ça. Recensement des travailleurs du cinéma, censure du scénario avant la Oui, production... la Mandchourie, on est d'accord, c'est hardcore ce qu'ils ont fait, hein. C'est l'état colonial japonais en Chine, la Mandchourie, c'est bien ça. Je vous dis, il faut vraiment que je lise ce bouquin, j'ai trop des doutes comme ça. J'aimerais bien pouvoir avoir des certitudes quand je parle de ces sujets-là. Hello Saclo.
Le Japon, ils estiment toujours pas d'ailleurs. Ouais, bah il me semble bien hein, que c'est quand même qu'ils ont fait les gros nazis et qu'ils ont encore moins reconnu que nous ce qui s'est passé. Production de films propagandistes obligatoire et interdiction de mettre en avant des idées contraires à l'identité nationale. Des dirigeants de studios aux moindres techniciens, toute l'industrie cinématographique se retrouve sous la coupe de l'État militariste. Aucune œuvre de fiction n'est désormais possible sans l'aval de la commission sensoriale, libre. Ouah, putain, bah écoutez, peut-être, genre, du coup, je vois Monsieur Frost qui nous dit que la Mandchourie, il y a eu des massacres de civils, de la prostitution forcée, de la torture, etc. Faut peut-être faire un épisode pour revenir sur tout ça, hein, les gens. Moi, ça m'intéresse, hein. Là, je suis intrigué. De juger, selon des critères parfois assez fantaisistes, de la pertinence de tel ou tel scénario. Le film de Fumio Kame, Tatakau Hetai, fournit ainsi l'un des exemples les plus connus de films censurés après l'achèvement. Fumio Kame est même arrêté et passera 2 ans en prison, tandis que l'activiste communiste Akira Iwasaki passe lui aussi quelques mois en prison sans procès. Ces mois de prison le brisent. Quoi? Des gauchistes mis en prison politique de force? Mais jamais pareil. Encore aujourd'hui, c'est complètement fini ce genre de choses, bien sûr. Totalement. Et il finit par écrire un mémoire, sommé par ses geôliers d'y confesser ses fautes et d'exprimer ainsi sa conversion aux idées nationales. C'est ce qu'on appelle le Tenko, la manière forte de rallier les plus récalcitrants à la cause ultranationaliste. Sauf que cette méthode est rarissime, car pour tout vous dire, les lois sur la propagande nationale et celles sur le Oui, mais je cinéma sais qu'en plus, il y a des mangas qui parlent de tout ça, mais je les ai pas lus. sont accueillis très favorablement, autant par les professionnels du cinéma que par les spectateurs et les techniciens qui sont heureux de pouvoir participer à l'effort de guerre dans une sorte d'ivresse nationaliste avec un cadre structuré par l'État dès la pré-production, les assurant ainsi d'une meilleure adéquation entre impératifs de production et règles morales. Ainsi, on peut lire de la part de Sukatoshi Fuwa. C'est là que vous voyez quand même que le 20e, c'était quand même vraiment un siècle où il y avait déjà une espèce Alors, moi, je trouve que c'est intéressant vraiment de parler de ce siècle. Je suis désolé parce qu'évidemment, c'est le plus proche de nous, c'est historiquement parlant vrai. Mais surtout qu'en fait, on voit déjà que. Comment dire? Il m'énerve ces cheveux. On voit que la guerre des idées entre comment dire, la polarisation entre fascistes et communistes, on va dire, en gros, hein, parce que moi, je me considère pas tant comme communiste que comme anarchiste, mais bref, les deux sont compatibles en fait, donc c'est un peu les deux en même temps. Mais et on voyait déjà qu'en fait à cette époque-là, il y avait ce truc de clivage hyper fort qui débarque après une période un peu, on va pas dire apolitique, parce que bon, on parle quand même du siècle des révolutions avant, c'est quand même pas rien. Mais genre, enfin, c'est pas des questionnements qui sont nouveaux et je trouve que c'est hyper intéressant de voir que à l'époque, il y avait déjà cette polarisation-là, sauf qu'aujourd'hui, on s'est quand même calmé, quoi. À l'époque, c'était vraiment parfois, on tuait les gens dans la rue, genre. Enfin, quand tu vois ce que faisait le groupe Action Directe à une époque, on est quand même pas mal redescendu. Kropotkin, meilleur combo anarcho-communiste. Je suis un peu d'accord, j'aime bien Kropotkin. Enfin, je ne l'ai pas lu, quoi. Moi, je connais juste les auteurs et leurs grandes idées, basiquement. Je sais que Kropotkin, c'est pas mal. Je sais que. Merde, comment il s'appelle? Ah, le gros barbu, là. Mais de toute façon, un jour, pareil, il faudra que je fasse. Genre, il y avait j'avais trouvé une vidéo pas trop mal sur l'anarchisme. Et Bakounine, putain, c'est ça. Et qui résumait pas mal de grandes idées de l'anarchisme, ce serait intéressant à regarder. Directeur du bureau ministériel de l'éducation sociale, l'idée d'une censure exercée dès la pré-production n'était pas simplement une exigence arrogante. Ça, c'est le point quand même central du coup de la propagande japonaise, moi je trouve, dans la façon dont ça a été mis en place. C'est qu'en fait, si la censure elle est dans la pré-production, elle ne se voit pas de fait. Et c'est super malin d'avoir fait ça. En fait, ils ont traité le problème à la racine. Enfin, ils ont, comment dire, ils ont géré leur propagande à la racine. Imposée par un gouvernement central insensible. Ah oui, non, par contre, Proudhon, moi, je le compte presque même pas vraiment comme un penseur de l'anarchisme. Enfin, c'est compliqué parce qu'il s'est revendiqué ça lui-même. Mais bon, au bout d'un moment, Proudhon, il avait trop des idées de merde. Hein, genre, il y a un seuil au bout duquel, moi, ça dégage, hein, ce genre d'auteur. Au problème de l'industrie cinématographique. Au contraire, il s'agit plutôt d'une bénédiction. Dans le passé, il était très courant qu'un projet se voit sévèrement censuré, si bien que le film en devenait invendable, en instaurant un contrôle au niveau de la pré-production. Ouais, là, je justifie pas tout, hein, vraiment, genre, il avait des contemporains qui étaient pas forcément hyper antisémites aussi, ça va, quoi. La présente loi cherche à protéger les cinéastes et homophobes et enfin tout le reste. Genre de dommage. L'État posait donc les règles d'un jeu très clair pour des cinéastes qui avaient hâte d'y jouer. Non, je vous en parle souvent, hein, pour moi, de toute façon. Moi, mon rapport à l'anarchie, c'est que c'est mon horizon politique. Mais dans les faits,
il n'y a pas de parti révolutionnaire pour moi qui prépare correctement et qui idéologiquement parlant est parfaitement aligné sur ce que moi je pense, etc. Ce genre de truc. Le plus proche, ce serait peut-être, et encore, j'ai quand même plein de chaque fois que je parle avec des membres de cet orga-là, j'ai des désaccords, donc en fait, je pense que pas tant. Mais j'aime bien un peu l'UCL, l'Union communiste libertaire, dans les faits, dans la vision de la politique, etc. Mais enfin, l'anarchisme, du coup, c'est comme l'antispécisme. C'est un horizon que je garde en tête pour la société idéale que j'imagine. Mais voilà, il y a une différence entre lutter pour l'utopie et lutter pour améliorer ta take la plus toto. Ah, peut-être, ouais, hein, vraiment. Mais moi, je me considère comme une forme de toto, en fait. Enfin, d'une certaine façon, moi, j'ai une autonomie en tant que la façon dont je milite. Je suis pas tant. Enfin, je suis un peu une militante de terrain quand même à certains niveaux, tu vois. Même si, bon, pas mal de gens vont pas reconnaître que Internet, c'est un terrain. Vous avez pas vu mes DM et tout. Enfin, bref. Genre, mais ouais, moi, enfin, effectivement, je suis un peu toto, je pense, sur le fond. Mais ça m'empêche pas d'aller voter, contrairement à pas mal de totos insupportables qui font des appels à l'abstentionnisme et tout. Moi, là, je suis par contre, je trouve que c'est vraiment pas basé. Et en fait, le problème, c'est que c'est que toto, c'est un terme trop vaste qui regroupe trop de gens et qui comment dire et qui regroupe trop de gauchistes insupportables qui sont pas vraiment basés. Genre, enfin, je suis désolé, mais pour tous les gens qui pensent sincèrement qu'il faut pas aller voter parce que notre vote donnerait de la légitimité aux politiques. Mais en fait, ouvrez les yeux. Je veux dire, c'est pas le vote qui donne la légitimité aux politiques. C'est-à-dire que s'il y a 5% de la population qui vote, ça va leur suffire pour pouvoir nous opprimer, en fait. Genre, ne pissez pas sur la seule ouverture qu'on a pour avoir un peu de pouvoir politique dans ce putain de pays autoritaire, en fait. Enfin, genre, désolé, hein, mais moi, ça me saoule, en fait. Enfin, oui, ouais, je sais qu'il y a des totos qui ont voté en juin dernier, mais pas tous. Et moi, j'ai des gens avec qui je me suis engueulé à cause de ça, hein, pour de vrai, hein. Genre, où ça m'a. Enfin, ça a été. Enfin, c'était chiant, hein, genre vraiment. Je suis pas hyper fan de cette analyse. Ok, vaut mieux la censure claire et codée que aléatoire et surprise. Mais de là à avoir la censure comme une source de créativité, c'est non pour moi. C'est pas ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a dit? Attends. Je crois pas, hein. Je sais pas. Du coup, la plupart des films Mince, la scène. La scène. se conforment aux exigences des censeurs. Parmi les nombreux films d'actualité produits entre 1939 et 1942, pas un seul Bah plan oui, tu n'est m'étonnes. coupé ou censuré. Un enthousiasme, un engouement qui Non, contamine. je crois que elle dit que. Elle dit pas que c'est une bonne chose, hein. Genre, elle dit juste que c'était perçu comme étant une bonne chose. Je pense que c'est ça qu'elle disait, Eudric. Je pense que pour les Japonais, ils percevaient ça comme étant un truc de. Ça évite qu'on flingue notre boulot. Si on contrôle notre boulot à la base sur ce qu'on a le droit de faire, et bah, du coup, on peut être créatif en connaissant les règles à l'avance. Je pense que c'est un peu ça qui se disait. Même les communistes, les plus fanatiques et absolus, resteront en Quoi? Une dimension autoritariste chez les communistes? Mais je n'ai jamais vu ça dans l'histoire! prison jusqu'à la fin de la guerre, d'autres iront rejoindre le jeune parti communiste chinois, mais l'écrasante majorité se montrera très encline à participer à la propagande nationale de leur pays. Mais comment est-ce possible? Comment Bah, beaucoup moins basé d'un coup. C'était un communiste autoritaire pour moi. Et je vous demande, c'était un. passe-t-on d'activités d'extrême gauche à des activités d'extrême droite en si peu de temps? D'abord, souvenez-vous de ma vidéo sur le communisme au Japon. Je vous ai expliqué en détail que le communisme On regardera un jour, je pense. Moi, c'est la première vidéo que j'ai vue d'elle et c'était bien, donc je pense qu'on en mettra d'autres. japonais était principalement national, tourné vers des idées sociales purement japonaises et rejetant pas mal les idées extérieures. On n'est pas vraiment sur un grand communisme international. Du coup, la guerre a tendance à rassembler sous le drapeau du nationalisme, dans un effet, le Japon contre le reste du monde. Un parallèle que l'on pourrait faire avec l'union sacrée de tous les partis et idéaux en France durant Putain, l'Union Sacrée, faudrait qu'on en discute aussi à l'occasion, hein. Vraiment, putain, la douille, hein. la Première Guerre mondiale. Ensuite, souvenez-vous de ce que j'ai dit dans l'intro de la vidéo. Une propagande par le peuple, pour le peuple. En fait, il n'y a jamais vraiment eu de grand ministère de la propagande impériale au Japon. Pour ainsi dire, il n'y a jamais eu un Goebbels japonais. La propagande japonaise n'allait pas du haut vers les masses en bas comme c'était le cas en Allemagne nazie. C'était une propagande majoritairement horizontale, simplement structurée et surveillée par l'État. L'exemple du cinéma est... Et pour le coup, je suis désolé, c'est fou comment ils ont été efficaces avec cette histoire, hein. Genre, c'est une dinguerie comment t'as tous les Japonais qui, en fait, ont participé d'eux-mêmes à la propagande. Parce que je pense qu'ils ont vraiment capté qu'il y avait un
un manque, un truc à ce moment-là de l'histoire, et ils ont vraiment parfaitement joué dessus. Enfin, on peut pas reconnaître que c'est pas extrêmement malin ce qu'ils ont fait quand même. Assez parlant. Les lois donnent un cadre, des réglementations, et malgré quelques commandes du gouvernement ou des militaires, la majorité En des même temps, est-ce que c'est si surprenant que ça quand tu connais un peu l'histoire du Japon aussi? Enfin, je veux dire, l'ère Edo, le sécularisme, tous ces trucs-là. Enfin, genre, évidemment que ils étaient un peu compatibles déjà avec cette idée-là de base de faire nation et d'être seul contre tous, en fait. œuvres sont produites par les cinéastes eux-mêmes et les studios de production. Une relation de Faire des mines d'Ashio est grave intéressante, mais faudrait qu'on fasse un jour un truc sur l'histoire du Japon, peut-être. confiance, c'est ainsi L'histoire du Japon, mais de gauche. créé entre les artistes, les propagandistes privés Gauche! et l'État. Un État au final très à l'écoute, qui organise des réunions et des tables rondes pour discuter des modalités pour s'arranger avec les concernés. Ceux qui doutent encore ne sont pas torturés, enfermés ou déportés. Ils ne subissent que rarement la punition du Tenko, comme Akira Iwasaki, au profit plutôt de la méthode Kondankai, une méthode dite pédagogique où l'on va tenter de convaincre, de faire changer d'avis l'interlocuteur avec des arguments plus ou moins remplis de sophismes, mais il n'est pas question d'arracher l'adhésion. Pour que la propagande soit qualitative, individuelle et vienne vraiment du cœur, si je puis dire, il faut qu'elle soit faite avec conviction de la part des artistes, vraiment convaincus de ce qu'ils racontent. Ainsi, un Et en vrai, ils ont raison un peu, hein. Enfin, comment dire? Évidemment, une œuvre de propagande, elle va toujours être beaucoup plus efficace si le mec qui l'a fait, il y croit dur comme fer et qu'il n'est pas forcé de le faire. Genre, en soi, ils ont vraiment pris le problème de la propagande par le bon bout quelque part. Ils se sont dit ça. Justement, ils sont partis du principe que c'était la guerre de la pensée. Là, c'est un truc que tu peux pas forcer par que tu peux pas forcer par la force, j'allais dire, c'est complètement con. Enfin, c'est un truc que tu peux pas imposer par la force. Donc, ils ont tout de suite pris le problème en mode c'est une guerre culturelle, donc il faut qu'on change la culture. Et mais ils ont gagné, hein, c'est horrible, mais ils ont gagné. grand réalisateur comme Mansaku Itami écrira « Je suis bien entendu un pacifiste fervent, mais aujourd'hui, quel genre de justification cela pourrait-il fournir ? Une fois la guerre commencée, je ne souhaitais rien d'autre que la victoire de mon pays. Je voulais même faire quelque chose pour cela. J'étais profondément persuadé que la défaite signifierait à la fois ma mort et celle de ma famille. Je croyais que mes proches, mes parents, mes voisins et bon nombre de mes compatriotes mourraient ensemble. Tandis que Akira Iwasaki écrira lui aussi « Moi qui suis opposé à cette guerre au nom de mes idées, puis-je me soumettre provisoirement à l'armée chinoise et me battre fusil au poing contre mon propre pays? Ou de l'intérieur de l'armée japonaise, puis-je me livrer à des actes de propagande pour saper le moral des soldats et les mener à la défaite? Une ferveur dans la propagande et dans l'idée de la supériorité de la race japonaise qui ira C'est une folie, hein. même jusqu'à des noms que l'on connaît encore aujourd'hui, comme celui d'un certain Akira Kurosawa. Mais alors, si au Japon tout le monde fait de la propagande, comment fait-on de la bonne propagande à la japonaise? La propagande impériale japonaise pourrait se définir comme ça. Une propagande décentralisée et populaire, basée sur des concepts impériaux, nationalistes et expansionnistes, mettant en exergue une supposée dominance de la race japonaise par une pensée nationale supérieure ainsi qu'une pression internationale afin de justifier une volonté coloniale. Dans ce contexte, la star, c'est bien Je veux évidemment dire, c'est pas possible qu'il y avait pas, enfin, qu'il y avait pas déjà une base pré-fasciste en fait. Je veux dire, c'est sûr et certain. Il faudrait s'y intéresser de plus près parce qu'en fait, là, je me dis, pour que ça ait marché aussi bien de cette façon-là, je veux dire, le terrain devait déjà être préparé, c'est pas possible autrement. Comment, d'un coup, tout un pays entier se met à faire de la propagande fasciste comme ça? Je veux dire, ça, il devait forcément. Ça se trouve, le Japon, en fait, était déjà plus mûr pour le fascisme que l'Italie ou que l'Allemagne, en fait, depuis le début. Je veux dire, c'est pas possible. le soldat japonais, qui est souvent dépeint D'ailleurs, dans les au-delà du fait que le gouvernement se soit bien pris de la bonne façon, qu'ils aient été malins, etc., comme je disais avant, je pense que c'est sûr que d'un point de vue, c'est sûr qu'il doit y avoir une base historique en fait qui facilite tout ça. C'est pas possible autrement. Je vois pas comment c'est possible sinon. À moins vraiment d'avoir lavé le cerveau de tous les Japonais un par un. affiches et les magazines, en photo comme en dessin, comme une figure virile, combative et tournée vers un avenir Après, c'est la même en Allemagne, non? Bah non, pas vraiment. Les nazis, c'est quand même une révolution culturelle au Japon, en Allemagne. Je veux dire, ils ont quand même un côté très ecclésiastique, anti-ecclésiastique plutôt. Il y a tout un truc sur le paganisme et tout. C'est quand même un peu plus spécial. C'est quand même un truc. Genre, le nazisme, c'est pas construit en même temps que le roman national. Je pense que ça, c'est une vraie différence aussi, en fait. C'est juste que le roman national japonais, il est arrivé plus tard que le roman national allemand aussi. Et que de fait, en fait, il a directement été implémenté dans la propagande autoritaire, en fait, et totalitaire. Donc peut-être que c'est ça, en fait, la différence qu'il y aurait entre l'Allemagne et le Japon.
c'est le fait que la propagande n'est pas arrivée après le roman national, elle est arrivée en même temps. Peut-être c'est pour ça que ça a eu cet impact-là et cette force-là sur les esprits, je sais pas. Je sais pas, je suis pas une analyse, je suis pas une historienne hein, ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça m'intéresserait quand même de creuser quoi. Parce que là, clairement, je vois pas comment il y a pas comment ça arrive si le pays il a pas déjà une énorme ambiance pré-fasciste bien imposée quoi, bien vénère. Mais oui, ce serait intéressant de faire des parallèles avec l'Italie, l'Allemagne et tout, mais en règle générale, en fait, faire la montée des autoritarismes partout, c'est intéressant. Et moi, là, comme ça, des autoritarismes que j'ai envie d'étudier, tu vois, il y aurait genre la montée de l'autoritarisme en France avec Napoléon, il y aurait l'autoritarisme italien avec Mussolini, l'autoritarisme nazi, l'autoritarisme japonais, l'autoritarisme chinois. En fait, c'est intéressant de voir comment tout ça, ça s'est mis en place, je trouve. Japonais, nation pendant la Seconde Guerre mondiale, était autant antisémite que l'Allemagne nazie. En fait, les Japonais, eux, c'était plus anti-chinois, hein, si mes souvenirs sont bons. Eux, pour le coup, ils ont été faire des camps de concentration en Chine. Ils ont, comment dire, ils ont séparé la population chinoise en plusieurs sous-populations et ils ont fait du racisme. Enfin, après, il faudra qu'on regarde ce que la Mandchourie. Je pense qu'on aura plus de détails lorsqu'on fera un stream où on reparlera de l'histoire du Japon, du coup, parce que là, bon, bah, on a ouvert trop de portes pour pas le faire. Hein. Avec les Coréens aussi, ouais, c'est ça, avec les Coréens, les Chinois. Et encore maintenant, ça se voit. Et les Japonais, ils avaient aussi, ils avaient pas les ils avaient des trucs à l'intérieur de leur propre population qui étaient même pas des étrangers. Ils avaient pas les. Comment ils s'appelaient déjà? Les. Merde. Ceux qui étaient tout en bas déjà de la population dans l'ère Edo. Et il y a une discrimination au Japon vis-à-vis d'eux. Ouais, je suis chaud, Audric, que tu partages les trucs du coup que t'as. Merde, j'arrive pas à retrouver leur nom. J'arrive pas à retrouver leur nom, mais en gros. Non, vous l'avez pas retrouvé non plus, bah tant pis. Mais oui, bref, le Japon, horrible un peu. Hein. De toute façon, le Japon, red flag. Hein. Enfin, trop de trucs à dire sur le Japon, même encore aujourd'hui. Enfin, c'est un pays qui a tellement des. Il y a des gros problèmes dans les valeurs japonaises. C'est un enfer. Hein. Franchement, moi, c'est. Je pense que c'est vraiment une des sociétés sur Terre dans lesquelles j'aimerais le moins vivre au monde. Mais vraiment, hein, sincèrement. Plus je connais le Japon, plus j'en apprends sur le Japon, plus je m'informe sur le Japon, moins j'ai envie d'y vivre. Hein. C'est vraiment un délire. Dieu que seules les armes, à l'instar d'un samouraï, peuvent parvenir à imposer. Ensuite, c'est bien la modernité du Japon qui est mise en avant, principalement via ses engins militaires. On met sur le devant de la scène des navires Alors ça c'est malin par contre parce que c'est vrai que autant les communistes que les nationalistes, que tout le monde en fait est pour le progrès technique à cette époque-là aussi, donc forcément ça rassemble. de combat, des chars et des avions pour étaler cette puissance militaire dans les esprits. Et ce, dans une Asie qui peine encore à se moderniser à ce niveau-là. Une autre caractéristique très originale de la Oui. propagande Non, japonaise... je parle pas des oui, je parle vraiment d'autre chose, mais c'était Tao Kan qui en avait parlé. Et c'était les... Attendez. Je crois que c'était pendant la Redo. Les Burakumin. Les Burakumin. Si vous regardez l'histoire des Burakumin, euh... Burakumin, ou littéralement personne de la communauté ou du hameau, est un terme japonais désignant un groupe social minoritaire, japonais discriminé socialement et économiquement. À l'origine, cette discrimination est liée au tabou bouddhiste sur les souillures, imposées par certains métiers. Donc en gros, le fait de ramasser les ordures, ce genre de trucs, la prostitution, tout ça. Selon les descendants de la classe des parias de l'époque féodale. Et en fait, le terme de Burakumin, il est toujours utilisé aujourd'hui pour faire de la discrimination vis-à-vis des gens qui sont des descendants de cette classe sociale. Et en fait, il y avait tout un système hiérarchique hyper précis au Japon à cette époque-là, avec, je crois que c'était genre, ouais, c'est ça, il y avait 4 classes sociales. Et les Burakumin sont tout en bas. Moi, je crois, dans ma tête, il y en avait 5. Il me semble qu'il y en avait un tout en bas, 3 au milieu, un tout en haut, mais je me trompe peut-être. Bref, retour sur la propagande japonaise. Qu'est-ce que vous racontez? Oui, oui, c'est vrai que par exemple, les VSS au Japon, voilà. Mais moi, déjà, rien qu'en tant que personne trans au Japon, l'horreur en fait de la situation, enfin, horrible. C'est bien leur intérêt vis-à-vis du documentaire et d'une supposée vérité dans leurs œuvres propagandistes. D'ailleurs, avec tout ce qui se passe avec Donald Trump, etc. et tout, moi, j'aimerais bien lancer une revue hebdomadaire de news sur la question LGBT avec un angle évidemment du coup anard slash internationaliste de gauche radicale. Mais c'est peut-être compliqué à mettre en place
Je suis en train de réfléchir à travailler avec des gens pour faire ça. Mais j'aimerais beaucoup, beaucoup mettre ça en place, en fait. Tenez, je cite Taihei Himamura, un critique de cinéma de cette période. Pour que fonctionne la propagande, il faut que les faits qu'elle avance soient exacts. Seule la logique est capable d'agir sur l'opinion des gens. Une propagande irrationnelle n'est que nihilisme et démagogie. Elle semblera peut-être efficace pendant un certain temps, mais se brisera nécessairement contre les durs rochers des faits. Clairement, pareille propagande fera plus de mal que de bien dans le cadre d'un conflit prolongé, comme c'est actuellement le cas. Adolf Hitler confirme cette observation lorsqu'il Je suis vraiment d'accord avec ce qu'il dit, c'est horrible. Parce que, genre, en vrai, c'est réel. Hein. Et c'est pour ça que c'est insupportable les contre son camp. Genre, ou le rainbow washing, par exemple. Lorsqu'on nous met du pseudo-progressisme dans les séries Netflix et qu'en fait, tu vois que les mecs qui injectent ces valeurs-là à l'intérieur du show, en fait, ne sont pas plus convaincus que ça. CF, la saison 3 de Sex Education, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Et ça fait évidemment plus de mal que de bien. À la lutte que c'est censé servir, parce qu'en fait juste les gens ils sont pas convaincus, ils font ça, ils se forcent un peu parce que c'est Netflix, ils s'en battent la race en fait, ils font du rainbow washing, ils font du green washing et à la fin on a un truc creux, vide, qui en fait ne fait absolument pas avancer la cause dans la bonne direction. Mais donc en fait je suis un peu d'accord, même sur nous, notre propagande à nous, faut pas qu'on impose le truc, faut que quelqu'un, je veux dire, soit convaincu de ce qu'il fait. T'as pas vu Sex Education, ça vaut le coup. Écoute, je trouve que la saison 1 et 2 est plutôt basée. Genre, elles sont pas dégueu, elles sont vraiment pas mal. C'est une série ok. Et la saison 3, moi, m'a fait complètement vriller. Elle m'a vraiment fait péter un plomb. J'étais vraiment en mode, c'est quoi cette merde? Au secours. Genre, c'est ça l'image que vous voulez donner des LGBT? C'est ça l'image que vous voulez donner du progressisme? Envie de crever. C'est vraiment le wokisme le plus stupide, des gènes, insupportable de tous les États-Unis que j'ai jamais vu mis en scène. Enfin, genre, moi, je vois ça, je deviens réactionnaire, en fait. Enfin, mais minute 1, genre, voilà. Genre, je regarde la saison 3 de Sex Education, j'ouvre 4chan et je commence à m'informer sur les QAnon, comment les rejoindre, en fait. Enfin, c'est évident. Genre, c'est une horreur, vraiment. Enfin, moi, j'ai trouvé ça horrible. Bref. S'il y avait un ou deux bons messages sur les handicapés, vite fait. qui dit que les faits sont la plus puissante des propagandes. Tadashi Iijima, un autre critique de film, ajoute: le prestige du film documentaire est aujourd'hui à son zénith, parce qu'il est le seul médium Ça, faudrait que ça revienne. Hein. Le fait que les documentaires, c'est stylé. fondé sur la présentation scientifique de la réalité immédiate. Le nombre de documentaires passera de 985 films en 1939 à plus de 4400 l'année suivante. Des documentaires souvent fournis par les ex-socialistes et communistes de Prokino, où leur expertise sera particulièrement saluée. Mais il ne faut pas être dupe. Et bien que ces films empruntent à l'aspect documentaire avec des films tournés sur le vif, sans mise en scène ou presque, et avec une sobre voix off racontant les événements, le montage n'hésite pas trop à faire parler les images pour arranger la position japonaise. En fait, c'est une propagande qui jouit vraiment de l'aspect vraisemblable. Genre, typiquement, j'y repense, mais genre, typiquement dans Sex Education, genre, si les droitards se servent de ça comme référentiel pour l'image qu'ils ont dans leur tête de c'est quoi l'éducation sexuelle, en vrai, je comprends un peu qu'ils pètent un plomb. Hein. Enfin, ça fait un peu briller quand même. Et Bah, encore une fois, peut-être pas forcément dans la saison 1 et dans la saison 2, quoi. Dans la saison 1 et 2, c'est abordé quand même avec le bon angle. Mais dans la saison 3, c'est horrible, vraiment. réel du documentaire, et qui le rendait d'autant plus Oui, les gens confondent documentaire et reportage et c'est beaucoup trop dommage. Est-ce que tu peux préciser, c'est quoi la différence entre documentaire et reportage? J'ai un doute. terriblement efficace. Tiens, j'ai une question à vous poser. Ça fait un moment que l'on parle de propagande et que je vous montre des œuvres de propagande sur votre écran. Mais vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose, honnêtement? Est-ce que vous êtes capable de deviner qui est le grand absent de la propagande japonaise? Ah, je sais, mais j'ai déjà vu la vidéo, mais je sais. Vous devinez? Qu'est-ce qui manque là depuis le début? De quoi est-ce qu'elle a pas encore parlé? Allez, vous avez 30 secondes. Oh, tu as vu? Les dessins animés, non? Ouais, Hatsune Miku, c'est ça. C'est pas ça. Les animes, non. Non, pas les meufs. Non, au Japon, t'es sérieux? Bon, vous l'avez pas, dommage. Depuis le début? Bien sûr, l'empereur du Japon. L'empereur!
Vous me foutez de votre gueule, mais je l'avais pas non plus. Hein. Bon, cette guerre est faite en son nom. Les soldats ne manquent pas une occasion de l'évoquer et il est dans tous les esprits. On est dans un siècle où le culte de la personnalité avait déjà prouvé son efficacité dans la propagande, comme avec Hitler, Mussolini ou encore Staline. Pourtant, peu importe le support de propagande, l'empereur japonais est quasiment fantomatique. C'est principalement dû à son côté divin. Descendant direct de la déesse du soleil Amaterasu, le gouvernement de l'ère Showa n'est pas un gouvernement fasciste aux mains seules d'une personnalité toute. Putain, nous on avait des rois qui étaient, comment dire, qui avaient le droit de, enfin comment dire, ils étaient légitimes de droit divin. Eux, leur empereur, c'est littéralement un demi-dieu, d'accord? Puissante. Attention, les pouvoirs de l'empereur sont réels. C'est notamment lui qui désigne. Ouais, il a notamment un sort de boule de feu. Il a une ulti où il jette des éclairs vers l'avant. Et sinon, c'est principalement du contrôle mental, ses capacités. Le Premier ministre et à peu près le sens que doit prendre la nation, mais il n'est que peu à l'exécution de celle-ci. Le véritable pouvoir politique est entre les mains du Gunbatsu, la clique militariste. On peut y citer Hideki Tojo, probablement le Premier ministre le plus tristement célèbre de cette période. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur son sujet si ça vous intéresse. Mais l'empereur, lui, de par son statut divin, est quelque peu mis à part Non mais au Japon, oui, ça a toujours été une figure très lointaine, très fantomatique, l'empereur. Et effectivement, il a jamais vraiment eu de pouvoir politique. C'est un peu compliqué. Hein. Mais après, voilà, je suis pas une experte. Monde rationnel et pragmatique de la guerre, dont la guerre de la pensée et donc de la propagande. Mais il y a d'autres tabous très importants dans la propagande. Alors, est-ce que vous connaissez le nom des empereurs? Je crois pas, hein. Alors qu'on se rappelle bien des noms des dictateurs d'habitude. Japonaise. Un autre tabou majeur, c'est bien la femme. Dans d'autres stratégies de propagande dans le monde... Ah, vous l'aviez dit, la femme! Vous l'aviez collé bien ouais. Encore une fois, en Allemagne nazie, la femme est dépeinte principalement comme une mère nourricière et fertile. On y promouvoit une femme qui éduque des enfants et de préférence beaucoup. On encourage la fertilité et on encourage les femmes à faire du sport, aller à des associations nazies, etc. C'est amusant de voir comment, encore une fois, la propagande japonaise va être unique à ce niveau-là. Car au Amusant. Trop drôle. Japon, l'image de la femme est invisibilisée. Dans la propagande japonaise, la femme est une mère pour le soldat ou tout au plus une sœur, mais rarement une épouse. Il y a une réelle volonté de vouloir happer la nation de désirs sexuels dans l'image de la femme japonaise, qu'elle en soit à l'origine ou l'objet. Il faut bien comprendre que les soldats sont au front et que la stratégie ici est qu'ils ne puissent pas penser à l'amour, mais bien... Mais Audric, en vrai, je pense qu'aujourd'hui encore, il y a plein de Japonais qui le voient pas comme une figure fantoche et pour eux, l'empereur, c'est vraiment une figure quasi divine qui les dirige. Hein. Enfin, genre... Encore aujourd'hui, hein, je pense pas que ce soit complètement disparu, cette idée-là. Hein. Combat au nom de l'empereur. Ceci dit, que le peuple voyait comme ça, ne voyait pas comme ça à l'époque, aujourd'hui, je pense qu'il y en a encore plein qui sont tout à fait d'élus, ouais. Il y a aussi une volonté de vouloir cloisonner la femme à la maison, des notions que l'on retrouvera dans les magazines comme le Nippon Funjin, un magazine à destination du public féminin japonais. La mort, elle aussi, est un tabou important et c'est paradoxal. On est dans une société ultra militarisée où la guerre va prendre de plus en plus de place dans l'esprit collectif. On demande à des millions de soldats de donner leur vie pour l'empereur, tout en ayant toujours un grand malaise à l'idée de montrer cette mort, même de façon glorieuse. C'est donc avec une grande pudeur Du coup, comment on est passé au kamikaze que l'on verra des fondus au noir ou autres plans où la mort sera donnée hors champ. Bon, on a bien compris que les Japonais, dans leur... Quoi? Des traditions qui disent que les femmes doivent rester à la maison? Mais c'est parfaitement unique. Je n'ai jamais vu ça dans aucune histoire d'aucun pays. Grande majorité étaient convaincus de ce qu'ils racontaient dans leur propre propagande qu'ils faisaient pour eux-mêmes. Mais il y avait aussi une propagande bien spécifique, cette fois-ci réservée aux étrangers. Bien avant l'attaque de Pearl Harbor, beaucoup de propagande japonaise était distribuée en Amérique par exemple. Le magazine japonais Front, traduit en 15 langues, en est probablement le meilleur exemple. Via la photographie... Je suis d'accord avec toi, Saclo. On est pas mal d'élus sur De Gaulle aussi en France. Je suis d'accord, critiquer De Gaulle c'est très compliqué alors que ça devrait être le premier truc à faire. Non, une grande avec les housewives, les pin-up, la propagande US, comment ça ressemble alors que c'est pas le même camp? Ouais, bah oui. Hein. Une fois qu'il reste. Citez-moi une femme qui reste à la maison. Bataille d'Escuffon, non? On exalte le corps et l'attitude guerrière du soldat japonais combattant en Chine. Le but est simple. Montrer la puissance et la modernité de l'armée japonaise, la détermination de ses soldats, mais aussi et surtout justifier la guerre en Chine afin de rassurer l'opinion publique mondiale, notamment en diabolisant le jeune parti communiste chinois. Une propagande destinée aux Américains qui continuera même après l'entrée de la guerre aux États-Unis contre le Japon, notamment via des femmes américano-japonaises gérant des radios illégales en Amérique pour de la propagande anglophone illégale qu'on appelle dès lors les roses de Tokyo. Mais elles sont un peu stylées les roses de Tokyo quand même, je trouve.
Vous vous doutez bien que la majorité de la propagande extérieure sera dédiée à la Mandchourie et à la Chine. Des affiches, spots radio et des journaux sont confectionnés en chinois par des Japonais pour soumettre la population. Sauf que ça ne va pas du tout se passer comme prévu. La Chine, à ce moment-là de l'histoire, c'est assez compliqué. Et clairement ici, c'est pas Rikishi Histoire de la Chine, mais ce qu'il y a à retenir est très simple. Les deux idéaux politiques majeurs de cette période sont le Kuomintang, c'est-à-dire le Parti nationaliste chinois, et le PCC, le Parti communiste. Il y a un chapitre sur ça dans mon livre, j'ai trop hâte de le lire. Chinois. Les deux se font la guerre, forcément, mais avec l'invasion japonaise, une certaine entente est convenue pour repousser l'envahisseur. Mais sur le terrain de la guerre de la pensée, ces deux adversaires ont des techniques bien différentes contre les Japonais. Tenez, par exemple, au Kuomintang, connaissez-vous l'histoire de Hasegawa Teru? Cette femme japonaise proche des milieux de gauche est une universaliste convaincue, passionnée par le concept et les idéaux de l'espéranto. Cette langue inventée en 1887, qui avait comme projet de devenir une langue commune et mondiale pour faciliter les échanges et le rapprochement entre les peuples. Elle Et finit au final, ça ressemble juste à de l'espagnol. par épouser un Chinois avant que les tensions n'éclatent, et quand ça arrive, elle fuit avec son mari en Chine, autant pour rester avec lui que par désapprobation pour le tournant militariste et colonisateur que prenait son pays. À ce moment-là, le Kuomintang a failli faire classer Hasegawa comme étrangère ennemie et l'expulser. Mais d'autres espérantistes chinois, ainsi qu'un célèbre auteur chinois, Guo Morio, sont intervenus pour qu'elle puisse rester. Du coup, Hasegawa travaillait dans le bureau international du bureau de la propagande du Kuomintang en tant que membre de l'équipe anti-japonaise pour les émissions de radio au Japon. Visiblement, ça a dû plutôt bien fonctionner, car lors d'un banquet, Zhou Enlai, le ministre des Affaires étrangères, s'est tourné vers elle à un moment donné et l'a qualifiée de véritable patriote pour son travail. Et au Japon, elle fera la une de certains journaux. Mais le champion de la propagande contre les Japonais, c'est bien le Parti communiste chinois. On l'a vu un peu plus tôt dans la vidéo, mais les communistes ne sont pas les derniers en matière de savoir propagandiste. Ce n'est pas pour rien que bon nombre d'entre eux utilisent leurs compétences graphiques, des affiches et de l'imagerie pour confectionner des affiches de propagande nationaliste C'est toujours stylé les affiches de propagande, putain. japonaise. En Chine, on parle d'une propagande tellement efficace que les Japonais prendront des mesures exceptionnelles contre elle. Une propagande si efficace qu'elle a stupéfait les autorités américaines. Un rapport top secret de l'armée japonaise L'histoire de l'espéranto est vraiment fascinante, premier degré. Peut-être, peut-être. Moi, je trouvais ça un peu cuck quand même, l'espéranto, désolé. Hein. disait au Pour moi, sujet c'est de vraiment un truc de prof et de fils de prof. la propagande communiste chinoise, la propagande du PCC commence à avoir un large impact sur notre armée. En décembre dernier, dans le comté de Biyang, dans la province du Henan, nous avons obtenu un livre publié par la section politique de la 8e armée de route communiste, intitulé « Comment mener des campagnes de démoralisation ». Ce livre est un outil extrêmement bien planifié et efficace pour mener des opérations psychologiques contre l'armée japonaise. Le but pour les communistes chinois est simple, faire en sorte que les Japonais se rendent, voire même qu'ils puissent travailler après pour les communistes. Pour cela, il mêlait des éléments de guérilla, de pression, mais aussi de clémence, en leur promettant un très bon traitement s'ils se rendaient. Et pour pas mal de soldats japonais, ça finissait par fonctionner. Les communistes offraient même de la nourriture aux soldats japonais affamés. En fait, ce qui fait que cette propagande a été aussi efficace, c'est surtout car elle a principalement été produite par les Japonais eux-mêmes. Souvent des communistes japonais qui se sont exilés en Chine au moment de la montée de l'ultranationalisme dans leur pays, ou alors des prisonniers de guerre japonais qui étaient débauchés pour produire ou traduire de la propagande. Nosaka Sanzo, un communiste japonais vivant en Chine, leur disait: vous étiez autrefois des soldats japonais, alors essayez de vous souvenir de ce que c'était et utilisez sentiments et émotions lorsque vous écrivez. Pensez à la manière dont un soldat réagirait. Slogan accrocheur, propagande courte et efficace, mélange de pression et de bonté apparente, une propagande faite par les Japonais pour des Japonais. C'était les secrets d'une guerre de la pensée que les Chinois ont gagné durant cette période, la propagande nationaliste japonaise en Chine ayant été bien moins efficace. Bon. On est en plein milieu de la guerre. Pearl Harbor a lancé les États-Unis dans le C'est super intéressant, je trouve, en premier degré. Genre que tu vois que... Enfin, la façon dont ça a été fait, je sais pas grand chose à commenter, à vrai dire. conflit. Espéranto, j'aime Charlie aussi, mais c'est vrai qu'au final, c'est mignon et joli les soirées galettes de leur club, mais clairement pas l'objectif des créateurs. Oui, non, on est d'accord. Non, mais après, oui, l'espéranto, moi, je sais pas ce que j'en pense en fait. Genre, d'une manière générale, je trouve que l'idée d'avoir une langue globalisante pour tout le monde, c'est pas forcément une bonne idée. Moi, je suis plus pour genre avoir plein de traducteurs dans tous les sens et que tout le monde reste dans sa langue un peu de base. Je sais pas si ça a un grand intérêt. Enfin, moi de base, le fait que l'anglais ça soit imposé comme une langue internationale, c'est clairement un truc impérialiste. Et ça fait chier en fait. Et je me demande si l'espéranto ça tient pas quand même un peu cette même idée, tu vois. C'est peut-être un peu ça moi qui fait que je trouve pas ça
Enfin, j'ai pas envie de me battre pour ça, quoi. Genre là, comme ça, de base, l'idée me semble pas être la plus basée. Bon, après, voilà. Et le Japon s'engage dans une guerre devenue mondiale. Le défi est très grand pour les Japonais et le penchant ultranationaliste est plus appuyé que jamais. C'est vraiment la période. C'est l'inverse, c'est un truc internationaliste. Bah oui et non. Enfin, je veux dire, tu vois quand même qu'il y a des. Qu'il y a des. Pardon, désolé, ça m'a fait bugger. Il y a des racines latines. Respecte les gens, tu m'as fait peur. Ah bah ça dégage du coup. Pas de propos de haine ici. Pas un modo qui peut s'en occuper là pour moi. Ouais, merci, je veux bien que t'en occupes. Merci. Où on exalte le plus la propagande militaire qui s'invite absolument partout. Dans les kimonos au tissu brodé de navires de guerre, de drapeaux et d'avions, dans les photographies familiales, où même les enfants se prêtent à l'ambiance militariste générale, ce qui se retrouve d'ailleurs dans leurs jouets, mais aussi sur les éventails, dans des cartes, dans les premiers mangas papier, dans les vaisselles, les paquets de bonbons et tout un tas d'autres objets, ainsi que dans la musique que vous entendez depuis le début de l'épisode. Et on n'a pas non plus parlé de l'animation de propagande japonaise, mais ça c'est parce que j'aimerais vous réserver ce sujet précis pour une vidéo dédiée, alors n'hésitez pas à suivre la chaîne pour ne rien C'est vrai, elle avait pas parlé d'animation, vous avez dit que ça manquait. Et du coup, il y aura une vidéo là-dessus, on pourra la mater, ça va être cool. rater du contenu à venir. Il y a aussi la littérature qui a une histoire un peu à part. La littérature au Japon, c'est vraiment un art très renommé. Et les littéraires aussi sont des enthousiastes à la guerre. On peut par exemple citer le Bataillon de la Plume de 1938, qui rassemble des dizaines d'écrivains qui ne sont pas commandités par l'État pour faire de la propagande, mais qui sont simplement invités pour qu'ils parlent de leur vécu parmi les troupes. Les bandeurs du Japon à cause des animes, faudra en parler. Eh, j'aime bien les animes aussi. Vas-y, je suis pas une bandeuse de Japon. Non, t'as raison, ça marche pas sur moi. Non, t'as raison, les bandeurs du Japon à cause des animes, faudra en parler. Et plus tard, on aura le cas du soldat écrivain de 1940. Genre le mec là qui est allé au Japon faire du karaté, il est revenu, c'était un fasciste là. Vous avez entendu parler de ce mec? Peut-être on pourra en parler, hein. Convoqué cette fois-ci, mais sans obligation de production, malgré que tout soit contrôlé par la censure. Il y aura malgré tout un certain malaise, autant de la part des écrivains que de l'armée, face à cette méthode de propagande peu efficace et assez loin des standards d'indépendance auxquels les auteurs sont habitués. Un malaise souligné par le fait qu'il était extrêmement tabou, même au plus fort de la guerre, de passer commande littéraire de textes. Oui, après il y a des gauchistes partout, hein, à Lucius, genre dans les murs, dans les campagnes, genre il y en a partout des gauchistes, tout le temps, hein. Même dans la propagande japonaise, j'imagine qu'il y en avait qui devaient bien ronger leurs freins en vrai. Propagandiste et militariste, tant la liberté d'écriture et de sujet était une notion importante de la littérature japonaise de cette époque. La suite, vous la connaissez. Malgré le fanatisme développé et entretenu par la propagande, les défaites s'enchaînent, les îles sont perdues les unes après les autres, tandis que les Chinois continuent de résister sur le front continental. Dans d'ultimes preuves d'abnégation et de fanatisme, les kamikazes, ces armes humaines, se font exploser sur les navires américains pour désespérément ralentir leur inexorable avancée, jusqu'à ce que... Moi je trouve que ça reste peut-être un des top 3 événements les plus traumatisants de l'histoire de l'humanité en vrai les gens. Le Japon capitule le 2 septembre 1945, et là où la défaite de l'Allemagne nazie et le suicide de Goebbels avaient marqué la fin de la propagande nazie, la propagande japonaise allait encore avoir de très beaux jours devant elle. Oui, c'est paradoxal, mais laissez-moi vous expliquer. Une fois la reddition non, évidemment, t'as un traumatisme national, ça part en full propagande et ça marche bien, évidemment, c'est logique. C'est pas paradoxal du tout. Le Japon est occupé par les troupes américaines. On se retrouve face à un peuple mis devant ses responsabilités. Et face à ça, certains cherchent des coupables et cherchent également à comprendre comment... Non, je suis d'accord, monsieur Frost, c'est vrai que dans certains cours d'histoire, on te parle de Hiroshima et Nagasaki comme des événements positifs qui ont mis fin à la guerre. Moi, je comprends pas. Ça me terrifie, enfin, vraiment, genre... Ils ont pu tomber dans de tels extrêmes. C'est littéralement, on a tué des civils en masse avec une arme qui est parfaitement injuste, unfair, enfin, genre, je sais pas comment...
C'est le cas par exemple du monde littéraire où dès 1946, une vraie réflexion et un vrai recul est pris pour se demander pourquoi ils n'ont pas résisté et comment ils ont pu participer à tout ça et de façon aussi fanatique. C'est le cas notamment du groupe marxiste Shinihon Bungakukai ou la Société littéraire du Nouveau Japon et le groupe littéraire plus libéral et moderniste du L'esclavage et le colonialisme, top 1 événement traumatique du monde. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Genre, on en voit encore la cicatrice. Après, est-ce que c'est un événement ou est-ce que c'est genre littéralement une énorme partie de l'histoire, tu vois? Peut-être je parlais plus d'événements, genre un truc qui arrive quand même en une journée, quoi. Bungakukai, ou Société de littérature moderne. Ce fanatisme et cet engagement national collectif dans l'effort impérialiste a très tôt été théorisé par ses auteurs et ils accusent Mais alors en fait, juste le fait que la propagande américaine allait marcher et tout, c'est explicable par le simple fait qu'il y a eu une occupation américaine après la guerre, en fait, tout simplement. les restes de structures féodales comme l'influence de l'empereur sur la Ils politique. ont juste réactivé tous les systèmes de propagande qui étaient déjà en place, mais pour les Américains. Parce que c'était eux qui occupaient le territoire. L'écart entre le monde des intellectuels et le peuple, ou encore la démocratie d'avant-guerre uniquement gérée par des élites. Un article fameux, appelé Logique et psychologie de l'ultranationalisme, écrit par Maruyama Masao et publié en 1946, disait même: ainsi, au Japon, nous sommes confrontés à une situation où la souveraineté nationale comprend à la fois l'autorité spirituelle et le pouvoir politique. La norme à laquelle les actions de la nation sont jugées bonnes ou mauvaises réside en elle-même, c'est-à-dire dans l'institution La séparation de l'Église et de l'État, c'est important. nationale. Et ce que la nation fait, que ce soit dans ses propres limites ou au-delà, n'est soumis à aucun code moral qui la dépasse. L'Empire du Japon en vint à être soi-même regardé comme le summum de la vérité, du bon et du beau, et se trouvait par sa nature même hors d'état d'être dans l'erreur. Par conséquent, la conduite la plus atroce, l'acte le plus perfide, pouvaient tous être pardonnés. La morale n'étant pas définie par les individus mais par l'État, le gouvernement pouvait légitimer toutes ses actions. La structure sociale hiérarchique permettait à tout moment d'attribuer la responsabilité à l'instance supérieure, et le Tenno, c'est-à-dire l'empereur, instance suprême, avait été décrété Il a un peu une tête d'homosexuel. Désolé. irresponsable et intouchable par les Américains dans le but de garder une unité Oui, c'est ça, japonaise. c'est de l'anglicanisme réussi. Ouais, c'est un peu ce que je disais au début du stream, oui. Du coup, aucun sens de la responsabilité n'a pu se développer, et à sa place, il y a eu plutôt une tendance à se poser en victime. Mais le plus terrible dans tout ça, c'est que les forces d'occupation américaines vont finir par encourager et superviser la propagande impériale japonaise. D'abord en réhabilitant l'empereur Hirohito, longtemps associé à la guerre, le but pour les Américains qui font ces films où l'empereur est mis en scène, c'est bien de Le capitalisme ou l'impérialisme, tu vois. Genre, en vrai, de vrai, là, pour moi, la conclusion, c'est pas tant le capitalisme que l'impérialisme et le colonialisme, tu vois. l'innocenter Évidemment, c'est des concepts liés, tu vois. Mais là, je trouve que c'est plus un. Enfin, moi, c'est plus ça ma conclusion. et de rassurer l'opinion publique Il américaine peut y avoir de l'impérialisme sans capitalisme, par contre, ça, c'est possible. sur le choix de garder l'empereur de leur ennemi non seulement vivant, mais toujours empereur. Ça encore, c'est une stratégie qui peut se comprendre. Mais là où la propagande de guerre de l'armée japonaise était tournée vers une certaine tolérance et une certaine Par rapport bienveillance aux Américains, oui, mais bon. Le PB des Américains, là, en l'occurrence, c'est d'être impérialiste, surtout, et d'avoir débarqué quelque part, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? envers les autres peuples d'Asie dans le but de créer un front commun contre le colonialisme occidental, avec la fin de la guerre et l'occupation américaine, la propagande japonaise prend un tournant définitivement raciste, anti-coréen, anti-taïwanais, supervisé et approuvé par les États-Unis. Les Américains font même censurer des textes et des œuvres anti Quoi? Les États-Unis qui valident du racisme? Les États-Unis racistes? J'en avais jamais entendu parler. racistes pour privilégier des idées racistes et ségrégationnistes. Cette stratégie qui peut paraître assez Les Américains ségrégationnistes? Je tombe de ma chaise. étrange a en fait deux avantages majeurs. Le premier, c'est de redresser la fierté et l'esprit national japonais grandement ébranlé par la défaite. Je rappelle que les États-Unis ne sont pas les seuls à avoir gagné la Seconde Guerre mondiale, l'URSS aussi. Et le communisme se répand de plus en plus C'est bien de le rappeler de temps en temps, ça, effectivement. vite. Mettre un point de racisme sur les autres peuples d'Asie permet au Japon de retrouver un esprit national rapidement et donc éviter que les idées communistes ne s'installent un petit peu trop chez les Japonais. Le second avantage est de redorer l'image américaine en Asie, grandement ébranlée par la propagande japonaise. Là où les États-Unis étaient vus comme des Je colonisateurs, sais pas, peut-être elle a été ébranlée par 2 bombes atomiques qui ont été jetées sur des villes de civils aussi.
Je dis ça comme ça. En montrant le Japon comme un pays dangereux et raciste, ils peuvent se permettre de jouer la carte du libérateur et de l'universalisme pour accueillir d'autant plus de pays d'Asie dans son giron. Et ce, malgré les fâcheux débordements anti-asiatiques chez les Américains avant la guerre. Vous savez, faire cette vidéo était très important pour la chaîne. Il fallait absolument que j'en parle, et ce pour 2 raisons. La première, c'est parce que par le prisme de la propagande, nous avons pu déterminer comment le Japon s'est engouffré dans ces conflits et comment il a pu tenir aussi longtemps face à une défaite qui semblait de plus en plus évidente. La deuxième raison, c'est d'avoir pu mettre le point sur le fait que la population japonaise était constituée de participants actifs à cette propagande et non pas de simples suiveurs à la merci de responsables gouvernementaux détachés ou d'une clique militariste oppressante. Tout cela fait que la propagande japonaise fait désormais Après, maintenant que j'y pense, ça c'était aussi un peu le cas chez les nazis. Hein. Enfin, je veux dire, les jeunesses hitlériennes et tout, il y a eu quand même plein de participants actifs à la propagande aussi en interne en Europe en fait. partie du Burlot. Japon que l'on Dans connaît 20-30 ans, via il y en aura visuel, des mangas et des jeux vidéo. Comme par exemple dans les mangas du mangaka Kobayashi Yoshinori, qui aura dessiné de nombreuses histoires mettant en scène ses idées extrémistes et ouvertement révisionnistes. Le temple Yasukuni, où sont consacrés les criminels de guerre japonais, fait encore souvent l'objet de visites gouvernementales ou de premiers ministres, tandis que le Japon s'enfonce toujours plus dans un déni des atrocités commises durant... Alors non, ça clôt. Maintenant, la méta a changé. On peut plus dire que les States sont islamo-gauchistes, ils ont voté pour Trump. Là, je pense que c'est fini. On va rentrer dans une nouvelle méta où en fait, tu vois qu'à droite, les droitards, avant ils disaient que c'était nous qui importions des théories américaines et c'est nous qui justement étions complètement délus parce que soi-disant on essaierait de coller des schémas internationaux sur la France alors que ça marche pas, etc. Tous les bons patriotes et tout qui nous cassent les couilles avec ça. Bah tu vois que d'un seul coup, les États-Unis ça va redevenir un modèle totalement bénéfique, incroyable. Et que immédiatement en fait les États-Unis ça va redevenir un exemple à suivre. Tu vas voir que ça c'est sûr et certain. La guerre, au nom d'une volonté de raconter une nouvelle histoire anti-masochiste où le Japon rejoue son supposé rôle de libérateur Donc ouais, Psyodic il a dit ça il y a 2 semaines, mais putain, vrai qu'il est vraiment trop con. Mais je savais pas qu'il était encore là ce mec, pour moi il avait disparu. de l'Asie, écrivant ainsi une nouvelle page de la propagande japonaise. Ah parce que s'il est là j'aimerais bien dire du mal de lui. Enfin je veux dire évidemment que c'est une merde Psyodélique. Il a défendu des pédos, il est super transphobe. YouTube me suggère encore ces vidéos. Putain, en vrai, si un jour il y a une vidéo gavée transphobe, ça peut être l'occasion de battre ça. Ouais, c'était intéressant, non? C'était intéressant? Je t'en suggère si tu veux. Bah, hésite pas, ouais, dans le channel du Discord dans lequel vous recommandez des vidéos. Écoutez, moi je trouvais ça intéressant, l'histoire du Japon, tout ça, ça m'intéresse. Toujours, encore une fois, regardez comment est-ce que les nationalistes, en fait, un peu partout autour de la Terre, ils ont fait pour s'imposer. C'est toujours intéressant. Elle a l'air bien sa chaîne, parce que moi les chaînes sur le Japon, il y en a quand même, je les trouve cringe. Hein. Je veux dire, oh là là, je sais pas si vous avez vu cette vidéo de Louis San, mais c'est une catastrophe. Genre, c'est laquelle déjà? C'est celle sur les hommes. Voilà, 10 inconvénients uniquement pour les hommes au Japon. Entre parenthèses, il y a des lieux interdits. Oh là là. Enfin bref, il est vraiment trop chiant. Genre déjà un classique. En vrai, je me suis tâté à y react, mais j'ai l'impression que plein de gens y ont react déjà à cette vidéo. Donc du coup, j'ai un peu la flemme. Mais ouais, c'est une catastrophe. Genre, c'est quasiment une vidéo antiféministe. C'est une folie. Hello Philémon. Je vais dire ce que je pensais, c'est vraiment chaud au corps. Et écoutez, oui, effectivement. En vrai de vrai, regardez, je la mets de côté. Je la mets de côté. On va peut-être y react quand même un jour. Ça pourrait quand même valoir le coup. Mais là, aujourd'hui. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une vidéo de Psyo? Non-binaire, vaginoplastique, tout en gardant son zigui. Oh là 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 là. Il y a 4 mois. Ouf. Oh là là. Après, attendez. Moi, je regarderai des trucs de Psyo qui sont vraiment Le récents. rasoir, ça m'obsède. Genre là je vais pas aller déterrer des trucs tu vois. Si je dois react sur lui. Putain il sort tellement de vidéos. Waouh. Thibaut InShape accusé de mettre en avant des symboles néo-nazis. Encore bah oui. Peut-être que ça a un lien avec le fait que c'est un néo-nazi. Je sais pas hein, je pose la question. Eh écoute. Putain mais merde oui il est encore là du coup.
Il est encore là. Peut-être il s'est calmé parce que j'entends quand même vraiment moins parler de lui. Hein. Louis Sam dans son arc masculin. Mais de toute façon, genre, j'en ai marre, moi, les influenceurs qui parlent du Japon, là, ils reviennent tous avec des idées d'extrême droite, ils sont tous à moitié anti-féministes ou ils sont tous à moitié fous.